On est ensemble jusqu'à 10h15 pour parler de réduction de surface, télétravail et passage en partage de poste avec le retour d'expérience du journal Le Point, un projet de transformation positif. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions durant ces 45 minutes. On réservera 5 minutes pour vous y répondre. En plateau avec nous, Guillaume Savard, Founder and Managing Partner chez Upside Partners, j'ai le bon accent, co-créateur en valeur immobilière pour les entreprises, les investisseurs et les family office. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexandre. Merci d'être là face à vous. Thomas Benoît, vous avez une double fonction, double casquette que vous avez laissée au vestiaire, mais vous êtes fondateur d'Office In, qui aménage des bureaux, et cofondateur avec Upside Partners de l'agence OU, qui est un studio de conception et design. Exactement. Bonjour à tous. Merci. Et François Claverie, face à vous, vice-président et directeur général délégué du journal Le Point, propriété du groupe Pinot. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Merci d'être là. Alors, c'est justement un cas assez intéressant à étudier. Le Point étant client d'Upside Partners, c'est un focus justement sur votre journal qui nous permettra de voir comment ont été résolues les problématiques économiques et sociales. On va justement débuter par la transformation au siège de l'hebdomadaire Le Point, qui sera illustratif des projets qui vont se développer en 2021 dans les entreprises françaises. Vous avez travaillé tous les deux, Guillaume et Thomas, sur le projet de réorganisation du site du magazine. Mais j'aimerais, juste avant qu'on développe ça, avoir votre point de vue, François, pour nous rappeler le contexte et les enjeux de cette opération qui était très importante pour Le Point. Oui, alors c'est une opération qui s'inscrit dans un contexte plus général, qui est la transformation d'un média. Oui. Et Le Point, bon, je ne vais pas vous faire un cours magistral sur Le Point, mais c'est une marque média qui fait partie du club des marques qui touchent plus de 10 millions de contacts par semaine, comme Le Figaro, Le Monde, Elle, etc. Et nous, on a été confrontés sur les 10 dernières années à une transformation très forte, c'est celle de passer d'un produit historique, qui est l'hebdomadaire papier, à une organisation qui fait un journalisme protéiforme, c'est-à-dire du papier, mais du numérique. On est un des 20 premiers sites d'information en continu en France. On fait des podcasts, on fait de la vidéo, on fait aussi des événements qui sont le prolongement de notre activité journalistique. Et donc, ça fait 10 ans qu'on vit dans la révolution permanente, la révolution des usages de consommation de l'information, une révolution de transformation très profonde du modèle économique. Alors, on vit encore de l'abonnement, de la publicité, on a des sources très variées de revenus, mais une partie de ces revenus viennent du digital. Maintenant. Et puis, il y a une transformation très profonde, c'est celle des expertises de l'entreprise. On a aujourd'hui plus d'un quart des salariés qui ne font que du digital. Et tous les salariés et tous les journalistes aujourd'hui contribuent aux différentes facettes du modèle, print ou Ça a bouleversé le modèle journalistique, on le voit avec l'équipe en ce moment. Ça a bouleversé. Et donc ça, c'est un contexte très important. Et donc on s'est retrouvé, alors évidemment, dans le contexte sanitaire du Covid, cette transformation qui était au long cours est devenue un grand chambardement. Voilà. On dit partout, vous pouvez lire dans les échos que le Covid est le catalyseur de toutes les transformations. C'est particulièrement vrai au Point. Et donc on s'est retrouvé à un moment donné à devoir saisir plusieurs opportunités. Déjà, on est, comme tout le monde, obligé de faire des économies importantes, baisser le point mort de l'entreprise. Mais par ailleurs, la transformation et ces nouveaux métiers nous imposent de redistribuer l'espace dans nos locaux pour donner plus de place aux métiers du digital. Voilà. Et puis, les chevillers, enfin on reviendra après là-dessus, mais pour faire en sorte que les professionnels du digital de l'entreprise soient au plus près des journalistes. Voilà. Donc ça, c'est deux éléments très importants dans le contexte. Et puis, autre chose, c'est on s'était initié au télétravail avant même le Covid, puisqu'on avait signé un accord d'entreprise sur le télétravail qui est rentré en vigueur début 2019. On répondait en fait à une attente très très forte du personnel de nouveaux modes de vie. Alors dans la presse, les journalistes sont toujours sur le terrain, nos commerciaux aussi, donc on a l'habitude quand même de pas être sédentarisés. Mais tout de même,
il fallait intégrer ça. Et donc, ça nous trottait dans la tête de commencer à construire une organisation spatiale, une organisation des locaux fondée sur un modèle mi-présentiel, mi-distanciel. Voilà ce qu'on peut dire sur le contexte. Et puis, alors après, il y a l'opération elle-même. C'est qu'on est en mars, fin mars, début avril. On avait une fenêtre de tir avec notre bailleur qui est la SCOR, l'équipe, la direction des gestions immobilières de la SCOR, qui est l'équipe formidable, qu'on est allé voir parce qu'on était en fin d'une première période de 6 ans. On s'était installé en 2015 dans les locaux du Barjac à Boulevard Victor. Et puis, on se disait, mais est-ce qu'on peut se permettre de déménager, etc., sachant qu'on avait très peu de temps. Et puis, on avait vécu l'installation, donc en gros, un projet énorme. Enfin, toutes les entreprises sont traumatisées par leur déménagement. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez, déjà, les projets immobiliers dans une entreprise, c'est pas le personnel qui bloque, c'est la direction, déjà. En plus, on est dans une direction collégiale, le principe de fonctionnement, c'est qu'on n'est jamais d'accord. Voilà. Et donc, on se disait, est-ce qu'on déménage, on déménage pas, etc. Et puis, on s'est dit, au bout de quelques semaines de confinement, mais finalement, on arrive à fonctionner avec personne dans les locaux, en full remote, comme on dit dans le jargon. Et là, très vite, on s'est dit, mais non, en fait, on va rester là, on va larguer un étage, on va réduire notre empreinte immobilière et on va réorganiser complètement notre projet. On va repenser totalement nos locaux. Alors Guillaume Savard, justement, quelle était l'approche adoptée par Upside Partners? En fait, ce qui est amusant avec les projets immobiliers, c'est que très souvent, les clients que l'on rencontre sur ces questions en sous-estiment la complexité. Et comme l'a dit François, quand on parle immobilier, on embarque des enjeux sociaux, des enjeux de statut, des enjeux technologiques, des enjeux très prosaïques d'aménagement, des coûts souvent très importants. Et nos clients ont parfois un peu tendance à sous-estimer ça en se disant on va déménager. D'ailleurs, le terme en lui-même, je pense, est très réducteur. Et finalement, tout ça va assez bien se passer. Donc, quand on est sollicité par des clients tels que François sur une question, nous, l'approche, elle consiste à ne pas préjuger de la réponse. Donc, quand on a eu nos premiers échanges avec François, c'est vrai que face à cette possibilité de quitter le site, on s'est dit il y a un scénario consistant à déménager. Mais il y a un scénario qui consiste sans doute tout autant à rester, et avec après différentes alternatives, en maintenant les mètres carrés, en les réduisant, etc. Donc, face à une question posée, nous n'augurons pas la solution, et moi je ne sais pas en démarrant une mission quelle sera finalement la bonne option. Et le deuxième point important, je crois, c'est qu'on prend le temps de l'instruction en chambre, donc on essaye de se forger une conviction très documentée, très rationalisée, et on ne se lance dans la mise en œuvre que quand on est bien clair sur ce qu'on veut faire, avec, comme le disait François, un embarquement de la direction, c'est-à-dire un alignement de toutes les parties prenantes sur le fait qu'on va essayer de mettre en œuvre ce scénario-là, et à partir du moment où on sort du bois, entre guillemets, on va jusqu'au bout. Donc on prend le temps d'instruire en chambre, et une fois qu'on est clair, on essaie d'aller très vite, pour le coup, dans la mise en œuvre effective. Donc c'est là que démarre la collaboration entre guillemets avec Thomas Benoît. Justement, c'est de récolter toutes ces données qui sont importantes, d'échanges. Quels ont été ensuite les enjeux d'aménagement? Du coup, il a fallu quand même réussir à valider le scénario qui a été imaginé une fois que le premier trimestre a été passé en 2020 sur la réflexion des différentes hypothèses. Et le Covid a été notre meilleur commercial finalement, parce qu'en fait, ça a transformé les sujets et les hypothèses qui étaient posées sur la table, qui consistent à analyser de manière très mathématique et rigoureuse l'espace libéré et disponible en restituant un plateau pour le point, du coup en sachant quel coefficient de flex office on va appliquer au projet. Une fois qu'il a été défini de manière théorique, il faut réussir à le rendre réel avec une implication, la traduction sur le plan. Et ce qui s'est en plus accéléré à ce moment-là, c'est que le Covid a propulsé la mise en œuvre du projet, qu'on a dû lancer très vite. Donc, du coup, réflexion sur le premier trimestre 2020, accélération à partir de mars, un ensemble de communication qui a été mené avec l'instruction en parallèle de l'ensemble des dossiers par les services administratifs des projets, puis l'environnement général du projet, le design général pour réussir à embarquer les collaborateurs dans le projet, et des travaux en site occupé entre septembre et décembre dernier. Voilà, il y a une chronologie d'à peu près 6 à 7 mois d'études, 4 mois de travaux en site occupé, et du coup toute la réflexion a été portée sur le phasage général du projet pour réussir
avoir une nouvelle empreinte design en disant aux gens, vous êtes réaménagé chez vous et on traduit la volonté de la direction générale et vos attentes sur un nouveau décor pour l'exercice de votre profession, et puis réussir à mettre tous en musique en gardant les collaborateurs sur place. Là encore, on a été aidé par le super commercial Covid, en ayant des gens plus ou moins confinés. Le deuxième confinement nous a aidés à avoir des locaux naturellement libérés par le télétravail qui nous ont permis un peu d'accélérer la mise en œuvre de ce qu'on avait défini dans les scénarios d'implantation du premier trimestre. Alors justement, ces échanges avec les collaborateurs, François Claverie, de quelle manière justement ça a été vécu, cette transformation, aussi bien par les collaborateurs que l'IRP? Alors, on a de la chance au point d'avoir à la fois des IRP et puis des collaborateurs qui sont d'un très très bon niveau, hein, Ouais. des journalistes de talent, donc ils comprennent les choses, ils comprennent les situations dans lesquelles on était. Néanmoins, la première chose, c'est la réduction de surface. La réduction de surface, Ça fait peur, ça. ça fait peur. Et le premier sujet, vous êtes là à présenter un grand plan de transformation et certains réduisent l'affaire à un plan de cost-killing, d'économie. Ouais. Et qui dit pur plan d'économie dit déclin. Voilà. Et nous, on ne se sent pas dans le déclin. C'est-à-dire que, bon, alors on s'est pris une baisse de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Bon, ça fait mal, mais on n'est pas au tapis. Donc on a bien l'intention, on a un grand projet pluriannuel. Bon, ça nous a un peu écarté de la feuille de route, mais bon, on est toujours aussi vaillant. Et donc, il fallait apporter des solutions dans ce projet. On dit, on n'est pas en situation de déclin. Ça va être mieux. À la sortie, ça va être mieux qu'avant. Ils n'ont pas vécu ça comme une punition, justement Alors, ensuite, il y avait le fait, les choix d'aménagement qui se traduisent par déjà la disparition d'un grand nombre de bureaux individuels, ce qui pose un problème statutaire, Ouais. des réductions de surface de bureaux individuels, et un choix aussi d'organisation, c'est qu'un bureau individuel, et même les bureaux de la direction générale, sont, quand on n'est pas là, remis à la communauté. Ce qui est un choix assez offensif. Hein. Voilà, tout bureau individuel devient une salle de réunion. Bon, donc il n'y a plus d'appropriation de l'espace. Bon, donc ça, c'était pour les bureaux individuels, pour la chefferie. Pour l'ensemble des salariés, c'est le fait de passer, pour certains, dans des open space un peu plus vastes, voilà, et puis le flex, c'est-à-dire je n'ai plus de poste de travail, voilà, de poste de travail attribué. Donc ça, il fallait surmonter tout ça, et l'idée qu'il puisse y avoir aussi, donc principe du flex, moins de postes de travail que de salariés. Donc il a fallu répondre à ça. Alors on a eu. Oui. Comment inculquer cette nouvelle philosophie? Donc il y a eu un effort de communication assez important à tout niveau, mais au-delà de la pédagogie qu'on a pu mener, on a expliqué nos choix. Voilà. Le premier, c'est d'expliquer tout le rationnel de la réorganisation, mais c'est surtout de dire les locaux vont être un espace, alors c'est compliqué en ce moment avec le Covid, mais post-crise sanitaire, de bien vivre. Voilà. Alors on a utilisé le terme que tout le monde a été scotché, on a dit ça va être comme un foyer lycéen, on va être content de se retrouver. Donc ça a laissé un peu perplexe même l'expert CHSCT, parce qu'on a des mots qui ne sont pas des mots très corporate, hein, dans notre vie interne. Voilà, donc on a eu des choix d'organisation, donc moins d'espace individuel, plus d'espace collectif. On a sauvegardé, on a un très bel espace d'une sorte de lounge où on peut réceptif de 300 mètres carrés, qui est un espace qui est aussi bien destiné à nos salariés qu'à nos clients. Et ça, on l'a conservé, on a essayé ensemble de le valoriser encore plus, hein, pour le bien vivre ensemble. Et puis, on a démultiplié des cabines téléphoniques, les petites cellules de regroupement. On a vraiment fait des choix forts d'organisation de l'espace. Voilà. Et puis, on a une réponse au flex, qui est la contrepartie du flex, c'est un télétravail renforcé. Donc les gens ont bien compris quel était le trade-off, hein. C'est-à-dire un libre choix encadré du lieu de travail. Donc un contrat de confiance qui est fondé sur l'autonomie des collaborateurs. Donc ça, c'est extrêmement valorisant pour eux. Donc peu à peu, le projet a été compris. Il y a toujours quelques récalcitrants, on ne peut pas faire l'unanimité dans une entreprise, mais il a été compris et on a essayé d'adresser différentes objections. Et puis on a amélioré quand même les choses. Et l'intérêt de rester dans des locaux qu'on connaît et de les réaménager, c'est de corriger les défauts En plus. antérieurs. Et là, on avait un problème majeur, un problème acoustique. On avait des locaux beaucoup trop sonores, un plafond
un plafond de béton. Et donc, on a travaillé énormément l'acoustique, l'absorption, tout ça. Et les salariés s'en rendent compte et ils apprécient beaucoup le geste qui a été fait. Alors justement, Thomas Benoît, l'agence OU, qui était, je le rappelle, un studio de conception et de design, eh bien pour que ça soit perçu positivement, vous avez dû mettre en pratique un certain nombre d'aménagements et de communication autour de cet aménagement. Alors la promesse, c'était de réussir à corriger les défauts de l'existant, donc l'acoustique en faisait partie, l'aménagement général par usage, pour qu'il y ait des regroupements aussi qui se traduisent, pour qu'il y ait une meilleure fluidité entre les services, donc typiquement les articulations entre les pôles médias numériques ou les regroupements, typiquement l'illustration que vous avez derrière vous du porte-avions, qui est le centre névralgique de la production du journal, a été complètement repensé pour qu'il y ait une ergonomie et du coup qu'il y ait une meilleure fluidité, un meilleur travail dans la réalisation de ce document-là, que vous pouvez voir. L'idée, c'était vraiment qu'on apporte un confort d'usage. Ça a été hyper important. L'autre chose qui a été importante, c'était de réussir à optimiser un plan sans le stresser. Donc, on a un coefficient de flex office aujourd'hui qui est à 0,77. Donc, on considère les bonnes pratiques à 0,8. Donc, on est très proche de cet idéal. Ouais. En plus de ça, l'activité, le cœur de métier journalistique permet naturellement aux gens d'être très en télétravail ou sur le terrain. Donc, la rotation sur l'usage des bureaux est quand même assez facile. Il y a juste une courbe d'écrêtage au moment du bouclage qu'il faut réussir à gérer. Donc, concrètement, l'aménagement, on a réduit de 73 postes de travail. En fait, l'implication, c'est moins 1000 m², moins 73 postes. Mais par contre, on a réussi in fine à libérer et à créer 310 places. Donc, on a 175 postes de travail qui sont identifiés. Et en utilisant les différentes places d'Agora, des cabines téléphoniques, des salles de réunion, l'ensemble des bulles qui sont disponibles à chaque endroit ou du lounge au 7e étage, on arrive à absorber en simultané 310 personnes, ce qui n'est jamais un scénario vivable. Mais voilà, s'il fallait, on sait adapter ça. Donc, et le point a su en fait se donner les moyens pour que dans la décoration, dans l'aménagement général, il fasse quelque chose qui soit joli, adapté, contemporain. On a eu des demandes très fortes en fait, dans le triumvirat de la direction quant à une identité dédiée aux journalistes, donc avec une idée de table de cuisine, quand c'était un vocabulaire qui n'était pas tellement charté, aménagement de bureau. Quand on parle de mettre une table de cuisine dans les bureaux, ça crée quelques tensions, parce qu'on se dit c'est pas réglable en hauteur, etc. Par contre, c'était la promesse de créer une identité par service, et du coup, c'est toutes ces demandes et attentes des collaborateurs qui a vraiment été embarqué dans le projet. Je rappelle à ceux qui nous regardent, vous pouvez poser des questions, on prendra 5 minutes à la fin pour y répondre. À ce propos, est-ce que la technologie a facilité tout ça ou finalement c'est assez superflu ? Alors, oui, la réponse est oui. Il y a deux niveaux pour la technologie. Il y a un niveau amont qui est sur la mise en image du projet pour réussir à créer l'adhésion, donc tout ce qui va être des vues 3D, vidéos partiellement, les élévations pour qu'on réussisse à projeter les utilisateurs dans leur futur environnement. Donc ça, c'est un niveau tech où on a c'est un incontournable en fait aujourd'hui dans la réponse qu'on peut amener au client, que ce soit avec l'agence ou Officine, il faut qu'on réussisse à projeter le client dans son univers futur. Ça c'est l'aspect tech en amont, et il y a l'aspect tech en aval pour les utilisateurs, où quand on va venir au bureau, il faut qu'on ait une technologie qui fonctionne. Parce qu'en fait maintenant, on a fait des bureaux pendant 10 ans pour travailler comme à la maison. Maintenant, si on veut être comme à la maison, on y reste. Donc du coup, quand on vient au bureau, il faut qu'il y ait une expérience digitale numérique qui soit performante. Donc on attend des prestations qu'on n'a pas à la maison. L'acoustique, la visio de qualité, une connectivité puissante et performante. Donc il ne fallait pas du tout sacrifier la partie de l'informatique. Il y a des doubles écrans ou des écrans simples qui sont à disposition de chacun pour qu'en repassant au bureau, on puisse avoir une tech qui soit à disposition. Et on pourrait aller encore plus loin aujourd'hui en permettant aux collaborateurs de réserver leur place s'ils venaient au bureau. Donc aujourd'hui, le point, c'est de garder ça comme potentiel de croissance si toutefois l'usage était demandé. C'est-à-dire que avant de venir au bureau, on peut réserver sa place dans l'open space pour être sûr et certain qu'on soit au bon endroit au bon moment à côté des bonnes personnes. On a gardé ça en potentiel de croissance sur le volet électricité et informatique. C'est pas vécu aujourd'hui parce que l'idée du point, c'était quand même de rester accueillant pour tous ces collaborateurs, ce qui était prioritaire. La digitalisation, la technologie pour arriver sur cette prochaine étape. Guillaume Savard, la réaction des bailleurs justement face à ce type de projet ? Vous avez deux types de bailleurs. Des bailleurs qui ont compris que leurs locataires sont des clients, et c'est le cas de la SCOR, très clairement, qui a écouté les demandes du point, a compris les contraintes économiques dans lesquelles se débattait le point, et qui a accompagné le projet tout en défendant ses intérêts, bien évidemment.
Et puis il y a une deuxième catégorie de bailleurs qui estiment qu'un contrat a été signé, que le locataire a juste un droit d'utilisation de l'immeuble. Et évidemment, dans ce cas-là, les discussions sont un peu plus rock'n'roll, on va dire. Ce que nous, on observe, c'est que l'immense majorité des bailleurs étaient plutôt dans la deuxième catégorie. On voit une tendance très nette aujourd'hui chez les propriétaires à évoluer dans la relation avec leurs utilisateurs, auxquels ils octroient même le statut maintenant de client, ils les appellent ainsi, et certains s'équipent de personnes qui sont en charge de cette relation avec leurs locataires / clients. Est-ce qu'on peut faire un peu de prospective à très court terme en 2021 sur les enjeux que vont devoir affronter justement les directeurs immobiliers, DRH et DAF des entreprises françaises ? Moi, je suis frappé là, depuis 3-4 semaines du changement de ton chez nos clients, c'est-à-dire qu'en 2020, le gouvernement a fait son travail, chacun le sait, et tout le monde a un peu vécu en apesanteur, dans un certain stress, mais finalement, économiquement, je crois que tout le monde s'est dit qu'on allait sortir par le haut et assez vite et assez bien de cette crise. Depuis 3-4 semaines, je trouve qu'on est rentré dans l'atmosphère. On voit des plans sociaux là, qui commencent à tomber par grappes chez Danone, chez Michelin, chez Saint-Gobain, etc. Et donc, je crois que tout le monde comprend qu'il va falloir maintenant passer par des réductions de coûts importantes pour rétablir les marges bénéficiaires. Le pays a quand même perdu 200 milliards d'euros de PIB l'année dernière. Il va falloir qu'on les retrouve d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui me frappe chez nos clients, c'est qu'on est maintenant dans des logiques de réduction de coûts, François l'a dit, et très clairement sur l'immobilier, je pense qu'il va y avoir l'utilisation de deux facteurs qui étaient un peu minoritaires jusqu'à maintenant et qui vont devenir un fait majoritaire. C'est évidemment le télétravail. Pré-confinement, c'était très peu pratiqué, je ne reviens pas là-dessus. Tout le monde l'a expérimenté, c'était très extrême, mais tout le monde s'accorde à dire qu'on peut télétravailler. Et la jauge que l'on observe aujourd'hui, c'est désormais 2 jours réellement télétravaillés, très généralisés. Et le deuxième fait minoritaire, qui était l'apanage de quelques groupes de tech ou quelques grandes entreprises, c'est le flex office. Et en cumulant les deux, on arrive, avec des projets qui peuvent rester qualitatifs et privilégier le confort, à réduire de manière assez drastique les mètres carrés. Je pense donc que ça va avoir un impact assez massif sur le marché de l'immobilier d'entreprise, évidemment, puisque la demande va baisser. Justement, le marché immobilier, les conséquences de la crise sont assez... Tout le monde connaît les chiffres de 2020, la demande a baissé de 50%, et tout le monde s'interroge évidemment maintenant sur ce que va devenir l'avenir. Moi j'aime bien citer des faits objectifs. L'IEIF, qui est un institut réputé, a sorti une étude dans laquelle ils ont modélisé les impacts du télétravail sur la demande de mètres carrés. Il y a 3 scénarios, je considère uniquement le plus optimiste, qui considère que 24% des entreprises franciliennes adopteraient le télétravail à hauteur de 1 jour par semaine. L'impact qui en ressort serait une baisse de moins 4% structurelle de la demande. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais dans une industrie de coûts fixes comme l'immobilier, une perte de 4% de la demande, si vous voulez, va avoir des impacts importants. Donc ce que nous, on anticipe, c'est une pression sur les prix, sur les loyers, une baisse des loyers et des propriétaires qui vont sans doute maintenant accorder beaucoup d'attention aux demandes de leurs clients pour très concrètement baisser les loyers, bien sûr. Il nous reste très peu de temps avant les questions. N'hésitez pas à profiter de ce chat pour nous les envoyer. Je voulais vous demander, François Claverie, maintenant que vous avez un tout petit peu de hauteur, de recul, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment et qui pourraient aider justement les managers qui nous regardent, qui sont peut-être actuellement en phase de réflexion ? Alors, moi, humblement, on manque énormément de recul pour tirer des conclusions sur cette affaire, d'autant que sur l'usage des locaux, le reconfinement, toutes les contraintes qu'on a en ce moment perturbent les usages. Moi, ce que je vois, c'est le reste à faire. C'est qu'il faut donner du sens à pourquoi on vient au journal. Voilà, ça, c'est très important. Alors, nous, c'est assez simple. C'est dans un métier de journalisme, on vient au journal pour réfléchir ensemble à ce qu'on va faire, et ensuite, la suite peut se faire à l'extérieur, et enquêter, écrire. Voilà. Donc c'est assez simple. Après, il y a tous les autres métiers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est dans un métier de médias, de créativité. La créativité, c'est au journal. Voilà. Et donc, on s'est organisé pour ça. Ensuite, il reste, on en a parlé, un accompagnement technologique. Il n'y a plus de téléphone sur les bureaux, hein. On a des solutions de téléphonie embarquée, mais il nous reste encore des choses pour optimiser notre fonctionnement mi-distanciel, mi-présentiel en termes technologiques. Et puis
il nous reste aussi à repenser toute l'expérience salariée, c'est-à-dire l'accès aux ressources de l'entreprise à distance. Ça fait partie du projet, c'est-à-dire comme on travaille au journal et ailleurs, au bureau et chez soi, eh bien, qu'est-ce qui se passe chez soi? Voilà. Et il faut repenser, quand on fait ce projet, ce n'est pas simplement un projet immobilier, c'est un projet organisationnel plus large, et il faut se poser la question de la manière dont les salariés travaillent chez eux. Thomas Benoît, quel est le ratio à garder en tête? La rénovation de travaux en site occupé, parce que je pense que du coup ça va être un peu la problématique de tout le monde, c'est notre capacité à produire, à délivrer entre 130 et 150 mètres carrés par semaine. Voilà, c'est un bon ratio. Site occupé, je refais mes bureaux, je peux refaire 150 mètres carrés par semaine. C'est à peu près ça le rythme, s'il fallait réussir à définir une vitesse de réalisation d'un projet en mode travaux. Donc voilà, presque plus d'études que de travaux. Avant la première question, peut-être un petit mot de conclusion, Guillaume Savard. Écoutez, je pense qu'on est dans une profession, l'immobilier, où très très souvent les clients sautent directement à la réponse à une question qui est le comment. Et je pense que les deux étapes par lesquelles il faut passer et prendre le temps de l'instruction, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on veut finalement, et puis François l'a touché du doigt, c'est le pourquoi, pourquoi est-ce qu'on veut cette transformation, et plutôt que de copier-coller des schémas qu'on aurait vus chez les uns et les autres, bien articuler ça avec la culture de l'entreprise. Voilà, le fait d'avoir un bureau individuel, peut-être dans certaines entreprises très important statutairement, ça n'est pas mal en soi, et il faut l'inscrire dans un projet qui peut par ailleurs cumuler ça avec des pratiques très nouvelles comme le flex office. Brice Giraud, question. Alors, première question, quel est le ratio de mètres carrés par employé théorique et pratique? Alors, on est parti d'un 9,4 mètres carrés par personne pour arriver à un 8,1 en fin de projet. Donc là-dessus, on parle de ratio sur la surface utile brute locative. L'avantage du point, c'est qu'il y a eu très peu de consommation de mètres carrés dédiés aux circulations. On a vraiment réussi à mutualiser, puisqu'on a 8,1 mètres carrés brut par personne et on a 6,9 net. Donc du coup, l'écart entre le brut et le net, il y a 1 mètre carré de perte, 1,2 mètre carré de perte, ce qui est quand même assez faible. Le ratio d'aménagement du plateau est quand même très performant. Une autre question. Deuxième question, un internaute qui vous remercie pour la qualité de vos échanges. Quel type d'espaces collaboratifs ont été réalisés? Vous avez évoqué la réservation d'un poste avant d'arriver au bureau. Quelles sont ses modalités, les outils pour cette réservation? Alors l'outil, alors il y a plusieurs intervenants sur ce marché-là. Avec l'agence où on en a choisi un qui s'appelle GoBright, qui permet avec une application sur son téléphone de réserver à distance ou sur place un poste de travail qui anonymise intégralement cette prestation-là. En fait, l'enjeu, là, c'est de réussir à lutter contre le flicage, pour parler très clairement. Donc, il y a un capteur de présence qui s'installe sous le bureau qui fonctionne exactement comme une place de parking. Donc, je suis là ou je ne suis pas là, mais c'est anonyme. Et j'ai aussi une veilleuse qui permet de prévenir les collaborateurs que la place va être occupée ou qu'elle l'est, qu'elle est réservée. Et du coup, l'application gère également le no-show, c'est-à-dire que j'ai booké ma place, je ne suis pas venu, au bout d'un quart d'heure, elle retombe dans le pot commun. Et à l'inverse, avec l'approche sanitaire, j'ai utilisé ma place, j'ai un changement de veilleuse qui permet d'indiquer que ça n'a pas été désinfecté. Donc du coup, on peut aussi garantir un parcours sanitaire qualifié pour que l'entreprise de ménage ait une espèce de roadmap des postes sur lesquels il faut réussir à intervenir. Allez, je vous offre une dernière question, 30 secondes. Avez-vous mis en place une enquête de satisfaction avant-après afin d'évaluer l'impact sur les utilisateurs et si oui, quel a été le résultat? François Clavry. Pas encore, parce que tous les salariés ne sont pas revenus au bureau. Donc, ils n'ont pas pu encore utiliser. Ils ne connaissent pas. Mais ceux qui sont revenus, on a un très 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 bon retour. Hein. Même les salariés les plus hostiles reconnaissent du bout des lèvres que ce projet réussit. Et également pour les visiteurs, d'ailleurs, c'est important d'avoir... Alors les visiteurs, quand on a des visiteurs... Ils ne veulent plus repartir. Ils sont très contents de venir, ils veulent même rester déjeuner. C'est assez compliqué. Mais moi, ce que je dis, j'encourage l'ensemble des personnes qui les écoutent, je vais ressortir la grande phrase biblique, c'est « n'ayez pas peur ». Ce sont des projets absolument passionnants qui nous projettent dans le monde d'après. Merci beaucoup François Clavry, Thomas Benoît, Guillaume Savard d'être venus sur ce plateau. Les Agora Live immobilier d'entreprise, ça continue, c'est dans quelques minutes, vous restez avec nous.